Bonjour tout le monde, je viens vous faire cette petite vidéo, ça fait un moment que j'essaye de la faire mais j'arrive vraiment pas à m'exprimer, mais tant pis, vas-y, je balance un peu tout ce que j'ai, on verra comment ça sort. Bon, je voulais m'exprimer par rapport à la situation actuelle et qu'est-ce qu'on peut faire, parce que ça a quand même l'air assez catastrophique. Et à ce sujet-là, on m'a raconté une petite histoire, donc je vous la raconte. C'est dans une forêt, il y a un feu. Et il y a les éléphants qui viennent pomper l'eau dans une rivière pour aller éteindre les flammes. Il y a un grand incendie. Et ils bossent tous ensemble. Et là, il y a un petit colibri qui arrive avec sa petite goutte d'eau et qui la crache comme un petit molar, tu vois, il la crache sur l'incendie. Et là, l'éléphant, il s'arrête d'essayer d'éteindre le feu. Et il regarde le colibri. Et il lui dit T'es sérieux? T'es sérieux, ma gueule? Et là, le colibri... et l'éléphant, il lui dit Mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Et le colibri, il lui dit Je fais ma part. Je fais ma part, c'est tout. Et là, l'éléphant, il lui dit Mais ça sert à rien. Ça sert à rien ce que tu fais. Et là, le colibri, il répond, je fais ma part. Je fais ma part, mec. Et moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire. Il y a... Comment dire? Notre corps humain, il est composé de 10 trilliards de cellules. Sachant que 1 milliard, c'est 1000 millions. Et que 1 trilliard, c'est 1000 milliards. On est composé de 10 trilliards de cellules. Une cellule, en moyenne, c'est 75 fois plus petit qu'un millimètre. Parce qu'il y a 200 types de cellules, tout, qui sont différentes selon ce qu'elles façonnent dans notre corps. Chaque cellule, elle a un noyau. Un noyau, c'est 200 fois plus petit qu'un millimètre. C'est-à-dire, tu mets 200 noyaux bout à bout à 1 millimètre. Et dans le noyau, dans chaque noyau de cellule, tu as 46 chromosomes. Qui, eux, combinés, ils ont la taille de 200 nanomètres. 200 nanomètres, c'est 5000 fois plus petit qu'un millimètre. Et dans chaque chromosome, il y a une molécule d'ADN. Une molécule d'ADN, c'est l'échelle, c'est l'espèce de grande échelle en tourbillon. Et c'est épais de 2 nanomètres. C'est épais de 2 nanomètres. C'est-à-dire, c'est 500 000 fois plus petit qu'un millimètre. L'épaisseur du fil d'ADN. Et ce fil d'ADN, il y en a un dans chaque chromosome, donc tu en as 46. Et cette super longue échelle qui s'arrête pas, elle a des barreaux. Et chaque barreau est différent. Chaque barreau a sa propre spécificité. Et ils sont dans un ordre bien précis, parce que c'est la recette de ton corps. Ils sont dans un ordre bien précis et c'est la recette de ton code, sauf que c'est pas marqué en alphabet romain, c'est pas marqué non plus en code informatique, c'est le code organique de ton corps, c'est le langage du code organique de ton corps qui, à travers ces barreaux d'échelle, va prédestiner où se trouve chaque chose qui se trouve dans ton corps, où chaque cellule se situe, pour que dès que tu as une cellule morte, elle soit remplacée. Ce qui fait que ton intestin grêle, il se remplace en 3 jours à 5 jours à peu près. Ça veut dire que ton intestin grêle, qui t'a servi à manger un menu McFirst à 5 balles il y a 10 jours, avec lequel tu as digéré ton menu, aujourd'hui, à l'instant où tu m'écoutes, c'est plus du tout le même, il n'existe plus, il a été remplacé.
exactement, et les cellules se retrouvent exactement au même endroit. Parce que tout ça, c'est marqué dans les milliards de barreaux d'échelle qui se trouvent dans ton ADN. Et donc, ce filament d'ADN, cette double hélice qui est épaisse de 2 nanomètres, c'est-à-dire de 500 000 fois plus petit qu'un millimètre, elle fait en moyenne, ça dépend, mais en moyenne, elle fait 5 cm de long dans chaque chromosome, dans chacun des 46 chromosomes. Et si on regarde combien il y a de barreaux d'échelle dans les 46 chromosomes, qu'est-ce que tu penses? Combien il y a de barreaux d'échelle? Il y en a 3,5 milliards de barreaux d'échelle. Qui sont les qu'on appelle paires de base, mais on s'en fout, c'est les barreaux d'échelle. Et mis bout à bout, les fils d'ADN présents dans un chromosome, c'est-à-dire dans les 46 chromosomes, c'est-à-dire dans un truc plus petit que 5000 fois plus petit qu'un millimètre, le filament il est tellement fin que mis bout à bout dans une cellule, c'est-à-dire dans 46 chromosomes, mis bout à bout, ça fait 2,30 m de fil d'ADN. Tout ça pour dire que si tu modifies quelques barreaux sur les 3,5 milliards de barreaux d'échelle qu'il y a dans tes 46 chromosomes, si tu n'en modifies que quelques-uns, quelques segments d'ADN, de ce filament d'ADN, tu modifies quelques petits segments, tu modifies quelques petits barreaux, et tu te retrouves avec un zboob au milieu du front. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que si tu... Dans l'univers, c'est en modifiant... C'est les choses les plus minuscules, c'est-à-dire les choses les plus minuscules qui ont les impacts les plus immenses. Les choses les plus minuscules qui ont l'impact le plus immense. Un zboob au milieu du front pour avoir modifié des nanoparticules, ces barreaux d'ADN. Un nanomètre, 1 million fois plus petit qu'un millimètre. Tu te rends compte? Et je fais une petite parenthèse. Il y a 10 trilliards de cellules. Si tu prends toutes les molécules, 10 trilliards de cellules dans ton corps, si tu prends toutes les molécules d'ADN et que tu les mets bout à bout, tu peux faire 11 fois la distance Terre-Soleil. 11 fois la distance Terre-Soleil. Donc s'il y a quelqu'un qui vient te dire, toi, t'es vraiment pas une lumière, hein, et ben tu lui réponds, moi, si on prend l'ensemble des molécules d'ADN qui se trouvent dans mon corps et qu'on les met bout à bout, je peux faire 5 allers-retours entre la Terre et le Soleil. Et t'oses me dire que je suis pas une lumière? Putain d'enfoiré. Bon, je ferme la parenthèse. Un autre exemple très édifiant. Voilà, je voulais placer le mot édifiant. Un autre exemple très édifiant. Si tu prends un atome qui fait la taille d'un nanomètre, c'est-à-dire 1 million de fois plus petit qu'un millimètre, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes 1 million d'atomes bout à bout pour arriver à la distance d'1 millimètre. Dans chaque atome, dans un atome se trouve un noyau. Un noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome, qu'un nanomètre. Donc là, on se trouve avec un truc 100 000 fois plus petit que quelque chose qui est déjà 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Donc on l'a tous vu en cours, il y a des neutrons et des protons qui se baladent autour du noyau. Bon, c'est un peu abstrait tout ça, mais voilà. Si tu prends
un neutron qui fait à peu près la taille du noyau, encore un peu plus petit que le noyau. Tu prends juste un neutron et par un procédé physique, tu le balances très fort contre le noyau jusqu'au point où le noyau se fissure en deux, se casse en deux. Ça crée une réaction en chaîne qui peut raser un pays tout entier. C'est la bombe atomique. La fucking bombe atomique. Elle part d'un noyau d'atomes cassé en deux, qui crée une réaction en chaîne qui a le pouvoir de fumer, de cramer un pays tout entier. Et encore, ça c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, on a des technologies, je pense qu'elles doivent être tellement évoluées qu'on peut, si on veut, on peut faire cramer la Terre. Mais enfin voilà, bref, on s'en bat les couilles. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses les plus petites de ce monde, leurs actions ont le pouvoir le plus grand possible. C'est une espèce de loi de l'univers. Donc oui, un colibri a du pouvoir. Putain, je me croirais dans un TED Talk. TED Talk, ma gueule. Un colibri a du fucking pouvoir pour faire avancer ce qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce qu'un colibri peut faire? Vous savez, dans ce monde, il y a des chercheurs de vérité. Il y a des chercheurs de vérité, des personnes qui passent leur temps, qui ne peuvent pas s'empêcher de voir ce qui se passe dans ce monde. C'est eux qu'on a appelés les complotistes, mais qui sont en fait des chercheurs de vérité. Eh ben, un colibri, c'est-à-dire un chercheur de vérité colibri qui jette une petite goutte de vérité sur le feu, a un pouvoir immense. A le pouvoir, une goutte de colibri de vérité peut annuler des containers, peut annuler un container d'eau sale diffusée H24 dans les médias. Et pourquoi, me diriez-vous? Parce qu'on a un cerveau conscient et on a le cerveau subconscient. Qu'est-ce que c'est le cerveau subconscient? C'est un cerveau 1 million de fois plus puissant que notre cerveau conscient. C'est un cerveau, tu ne peux pas lui mentir à ce cerveau. Par exemple, on l'a tous, il est tous présent à chaque à chaque nanoseconde de notre vie. Et il est responsable de 95% des choses qu'on fait, même plus de 95% de toutes nos actions qu'on fait dans notre vie. Et ce cerveau subconscient, tu ne peux pas lui mentir. Vous avez tous eu des situations où vous étiez dans une relation, vous étiez dans un moment de votre vie, vous deviez prendre une décision, vous étiez dans une relation peut-être qui ne vous satisfaisait pas, et vous êtes posé la question, est-ce que je devrais faire ci ou ça pendant un moment. Par exemple, je prends l'exemple d'une relation avec qui ça se passait pas forcément bien, et vous ne savez pas si vous devez continuer, arrêter, quelle décision prendre. Et vous réfléchissez jusqu'au moment où vous prenez la mauvaise décision et où c'est trop tard. C'est trop tard, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous avez pris la mauvaise décision. Et là, vous vous frappez la tête et vous dites « Mais pourtant, j'avais tout sous les yeux depuis le début. J'avais tout vu de A à Z. J'avais vu chaque
petit détail, chaque truc. J'avais tout vu, j'avais vu chaque détail, chaque gros morceau, chaque moyen morceau, chaque grain de sable. Parce que ce cerveau subconscient, il analyse tout de manière ultra puissante. À chaque nanoseconde près, il prend en compte tous les paramètres, la manière dont la personne parle, la manière dont elle parle, la manière dont elle met des silences entre chaque mot. Ce subconscient analyse le langage corporel. C'est un truc immensément puissant, plus puissant que le plus puissant des ordinateurs créés par l'homme. Et c'est impossible de mentir au subconscient. Alors pourquoi, me diriez-vous, pourquoi Donc c'est pour ça que tu te dis, mais en fait j'avais tout vu, j'avais tout sous les yeux. Et malgré que j'avais tout sous les yeux, j'ai pris la mauvaise décision, alors que la bonne décision, elle s'imposait d'elle-même, vu tout ce que j'avais sous les yeux. Tu te rends compte? Alors pourquoi, me diriez-vous, pourquoi il y a des gens qui... Pourquoi on peut mentir aux gens? Parce que on n'y est pas tous connectés de la même manière à cet inconscient-là. On n'y est pas tous connectés de la même manière. Mais la bonne nouvelle, ça veut dire que tu as 7,8 milliards d'êtres humains sur cette planète qui savent exactement ce qui est en train de se passer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et quand un colibri lâche une petite goutte de vérité, ça fait un écho ultra puissant dans le subconscient de l'humanité. Ça fait stylé cette phrase, mais en tout cas ça fait un écho ultra puissant dans le subconscient de toute personne qui perçoit cette goutte. Parce que le subconscient, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et une petite goutte, ça fait un écho très fort dans le subconscient humain. Parce que le subconscient, il sait tout de suite ce que c'est la vérité et le mensonge. C'est pour ça qu'une petite goutte de colibri de vérité, elle annule un container d'eau sale diffusé en perfusion H24 sur les médias. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot média? Le mot média vient de la déesse Médée, en latin beaucoup plus stylé Médéia. Vient de la déesse de la mythologie grecque Médéia, qui est la déesse de l'illusion. La plus grande magicien de la mythologie grecque. Et permettez-moi de vous dire qu'elle est plutôt du côté obscur de la force. Elle est plutôt du côté obscur. Et c'est cette même Médéia qui pendant 1 an et demi a réussi à nous faire croire que nous, les chercheurs de vérité, on était très peu. Même nous, elle nous a eu. Même nous, les chercheurs de vérité, comme ça que je les appelle, Médéia, elle peut avoir aucun impact sur nous. Parce qu'un bon chercheur de vérité, il se sent obligé de regarder plein d'articles différents sur plein de sources différentes, de les comparer H24. C'est plus fort, c'est dans sa nature. Et Médéia, elle peut rien faire. Mais elle a quand même eu la puissance en France de nous faire croire pendant 1 an et demi qu'on était très peu. Jusqu'à ce que, grâce au travail de pas mal d'éléphants, on se soit rendu compte qu'on était des millions. On était des millions dans la rue. On était des millions dans la rue en plein été. Du jamais vu. En plein été, des millions. Et pendant 1 an et demi, nous, le pays des manifs, où dès qu'il y a eu un petit truc qui est changé, qu'il y a
Il y a une, comment ça s'appelle là, il y a des trucs, des retraites, même on comprend même pas c'est quoi, on n'a même pas compris c'est quoi la réforme, on est tous dans la rue, c'est dans notre culture de faire des manifs, de jamais être content. Là, on nous a violé notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et pendant 1 an et demi, on n'a pas bougé le doigt de pied. Parce qu'on avait l'impression, parce que la tactique, c'était de nous faire croire qu'on était seuls, qu'on était des minorités. Et Medea, elle est au courant. Elle est au courant parce que ça fait des millénaires qu'elle manipule les peuples. Et du haut de son expérience, elle sait qu'il y en a qu'elle ne peut pas manipuler et qui sont nombreux. C'est pour ça que au tout début de l'épidémie, on a entendu le mot complotiste. On l'a entendu comme jamais on l'avait entendu auparavant. Avant, c'était réservé que pour Jean-Eudes au RSA qui est sur des sites Illuminati. Mais là, ça a été pour tout le monde, même des prix Nobel, des grands chercheurs. Tout le monde peut être un complotiste. On n'a jamais vu ce mot autant employé. Parce que complotiste, c'est connoté à fou, c'est connoté à parano, c'est connoté à taré, voilà, tout ce que ça connote. Paranoïaque, fou. Voilà, c'est une manière à la fois pour ceux qui sont manipulables de leur dire oulala, ne leur parlez pas, eux, c'est des complotistes, ils sont dans leur délire. Et c'est une manière à nous de nous faire avoir un peu honte de nous, qu'on n'ose pas parler. À tel point qu'elle a réussi à nous faire croire pendant 1 an et demi qu'on était peu. Moi je me suis dit, mais comment ça se fait que personne bouge? Ah bah si personne bouge, je vais pas bouger non plus. Je vais être seul. Alors qu'on était des millions à dire, mais c'est quoi cette merde? Mais on le disait tous dans notre coin. Bordel de merde. Et donc, qui sont les éléphants? Parce que c'est grâce à ces quelques éléphants. Ces éléphants, c'est pas des colibris. Les éléphants, c'est des personnes qui, peu importe ce qui se passe, peu importe le vent, peu importe qu'ils soient en minorité, ils restent accrochés à la vérité coûte que coûte, quel que soit le risque. Et dans toutes les révolutions, dans tous les moments durs de l'humanité, il y a toujours des éléphants qui sont là. Des médecins, des chercheurs qui disent attends, moi je sais, j'ai tous les diplômes possibles et inimaginables, je sais lire un papier scientifique, et là le papier scientifique il me dit totalement le contraire de ce que toi tu es en train de me dire. Non, je sais lire un papier. Je sais lire un papier, tu me feras pas croire que telle chose est telle chose. Moi, je sais lire un papier, j'en ai lu toute ma vie. Ça, il y a marqué ça. À tel point que au bout d'un moment, ils sont... À tel point qu'on peut pas leur faire fermer leur gueule. C'est ça un éléphant. Alors après, ils emploient d'autres choses sont employées. Ils sont menacés de mort. Sur eux, sur leur famille. Mais un éléphant, il bouge pas. Il bouge pas, peu importe les conséquences pour la vérité. Je vais penser au professeur Zelenko. Un grand médecin Zelenko. Médecin juif orthodoxe de New York. Qui a soigné des... c'est le Raoul orthodoxe de New York, qui a soigné des milliers de personnes de la communauté. Avec des résultats spectaculaires qui n'avaient rien à voir avec les taux de mortalité que nous indiquait Medea. Ce mec-là, aujourd'hui, il est menacé de mort, lui et ses enfants, sa famille.
Et il y a des gens qui travaillent jour et nuit et qui en France, on a de la chance parce qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup des éléphants. Et c'est grâce à eux que malgré tout, on est sorti et qu'on a su finalement qui on était et combien on était. Et ces gens-là, il faut qu'ils aient une protection. Parce que c'est facile de tirer dans un éléphant. Faut y aller pour rater sa cible. Et vous savez que moi j'aime bien citer Bob Marley. Bob Marley, avant de mourir, il a écrit une des chansons les plus connues de son répertoire, qui est The Redemption Song. Et dans cette musique, il dit How long shall they kill our prophets while we stay aside and look? Pendant combien de temps vont-ils encore continuer à tuer nos prophètes pendant qu'on reste sur le côté à les regarder? Alors Bob Marley, il était très croyant, mais je pense que quand il emploie le mot prophète à ce moment-là, il l'emploie pas au sens religieux. Il l'emploie au sens des personnes qui mettent leur vie en péril pour que la vérité demeure. Et ces personnes-là, elles sont pas invincibles. Parce que malgré les menaces de mort, ils sont encore là, malgré les pires choses, mais il y a un jour, elles passent à l'action. Ils se font enfermer, ils se font buter. Toutes les pires choses que tu peux imaginer. Et ces personnes-là, elles doivent avoir des comités de soutien forts. Parce que eux, ils se battent pour nous, qu'il pleuve, qu'il neige. Et c'est grâce à eux si on a subsisté jusqu'à aujourd'hui et que finalement, on est tous sortis. On est tous sortis en été. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Je pense pas qu'ils pouvaient se douter de ce qui allait se passer. Je pense qu'ils pensaient que leur tactique avait bien fonctionné. Mais c'est grâce à ces personnes-là. Et on a de la chance d'en avoir beaucoup en France. Mais c'est pas le cas partout dans le monde. C'est pas le cas partout dans le monde. Par exemple, en Australie, en ce moment, ils se sont pas bougés et la situation, elle est hyper grave. Pour un mort du Covid de 84 ans, sur 2 semaines, ils ont mis en lockdown le pays tout entier. Et les gens se sentent seuls, les Australiens se sentent seuls, ils en ont plein des chercheurs de vérité. Mais simplement ils savent pas. Ils savent pas parce que la tactique encore de médias, c'est de leur faire croire qu'ils sont seuls. Et ça m'étonne pas que ce soit comme ça en Australie. Je vais vous raconter une petite histoire sur un Australien. Il y a en 2019, en janvier, au début de l'année 2019, j'étais en banlieue parisienne dans une maison où il y avait moi je louais une chambre, il y avait une fille qui louait une chambre et il y avait une 3e chambre vacante et la fille qui gérait la baraque, elle la louait en Airbnb. Et il y a un couple d'Australiens qui se ramènent et la meuf elle me dit vas-y parle-leur, il me pose plein de questions, il veut savoir plein de trucs, vas-y. Du coup, je veux voir l'Australien, il était avec sa copine et il me dit, et je le vois, il est déprimé, il me dit, je peux plus louer de voiture, si j'avais su, je serais pas venu pendant cette période, avec les yellow gilets et tout, et le mec était en déprime. Il me dit
malheureusement j'ai choisi trop le mauvais moment, mais j'avais acheté mes billets en avance. Là je savais pas que c'était ce qui se passait en France. Là il y a les gilets jaunes, il y a les yellow gilets, il y a les yellow gilets bro, il y a les yellow gilets. Il me dit même, voilà, et je pense qu'à cause des yellow gilets, il y a plus aucune voiture qu'on peut louer de disponible parce que tout le monde a dû quitter la capitale à cause des yellow gilets et tout. Je lui dis quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis attends, passe-moi ton téléphone, qu'est-ce que tu me racontes? Je fais une recherche, 2 secondes Google, je lui trouve une bagnole à louer pour 200 €, 10 jours, et en plus je lui prends le gros modèle. Et je lui dis, comme t'es un Australien, je sais que vous aimez les grosses voitures. Je t'ai pris un gros modèle, 200 € pour 10 jours. Et là il me dit, you're cheeky, je sais pas ça veut dire quoi, mais en gros, t'es taquin, tu vois, un truc comme ça. Et je lui dis, écoute mec, depuis que je suis petit, il n'y a pas une année où j'ai pas vu des rassemblements sociaux. J'ai pas vu où il n'y a pas de manif. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture de gueuler pour tout et n'importe quoi. Les yellow gilets, c'est tranquille. Tu vas les voir, ils écoutent de la musique, tu peux discuter avec eux, taper une barre et teaser une bière. Je lui dis, c'est dans notre culture, en France, de quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas politiquement, de militer contre. Et là, le mec, son visage, c'est éclairci. C'est éclairci. Il s'était inventé une vie. Ah, je peux même plus louer de voiture. Les yellow gilets, les Parisiens ont dû fuir et tout. Pourquoi? Parce qu'il était sous hypnose. Il était sous Medea Australia, qui lui avait fait croire que la révolution gilet jaune avait mis le pays à feu et à sang et que c'était la révolution. Il osait même pas aller visiter Paris, on était en banlieue. Il me disait vas-y, tout doit être fermé à cause des révolutions des gilets jaunes, tout est fermé. Mec, non. Et quand je lui ai expliqué, son visage s'est éclairci. Ah, tout s'arrange et tout. Il me dit ah, c'est cool quand même ce que vous faites en France. Il me dit ah, chez nous, on dit jamais rien, ils en profitent pour nous faire passer de ces trucs et tout. Ah, il était content, il est tombé en 2 secondes, il est tombé amoureux de la France. Et je lui ai pris sa bagnole, je lui ai dit va dans le sud, va à Nissa la Bella. J'en profite pour passer un bon jour au Niçois. Nissa la Bella, je lui dis tu vas te mettre tiens, il y a plein d'anglais là-bas en plus, tu vas kiffer. Et là, il était le 2-3 jours, il est reparti avec sa meuf, il était heureux, tu sais. Mais il croyait, il était sous influence de Medea, la France est à feu et à sang, les révolutions des gilets jaunes, le soulèvement populaire, à tel point qu'il s'était inventé une réalité à partir de ça, il croyait qu'il n'y avait même plus de voitures à louer. T'es un ouf. Et c'est ça la puissance de Médée, cette pute. C'est l'illusion. Putain, tu vas avec Robert sur le rond-point du gilet jaune, tu tapes une 8-6 au KLM. Ils sont cool les gilettes, les yellow gilettes. Bon. Voilà. Et ce qui se passe, nous, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des chercheurs de vérité, s'il y a un pourcentage dans la race humaine, dans le monde et dans le cerveau humain qui est des milliards de fois plus complexe qu'on peut même se l'imaginer et qui suit une très belle intelligence, c'est pour que cette vérité-là elle soit gardée. C'est pour que cette vérité-là elle soit gardée. Et aujourd'hui, chaque colibri qui voit, chaque colibri chercheur de vérité qui voit exactement ce qui est en train de se passer sur cette planète, non pas dans son subconscient, mais aussi dans son conscient. Chaque colibri a un devoir de faire cette goutte. A un devoir absolu de faire cette goutte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une goutte de colibri ? Ça veut pas dire changer ta vie. Ça veut pas dire se mettre un bandeau blanc autour de ton torse et de haranguer les foules dans les manifs en disant en vérité, je vous le dis, ce sont des fils de pute. Non,
C'est pas ça une goutte de colibri. Une goutte de colibri, c'est un risque calculé que tu prends pour faire quelque chose par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est un risque calculé. Moi, cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'est ma goutte de colibri. C'est ma goutte de colibri, c'est le risque calculé que je suis en train de prendre. D'accord ? Et après, une fois que j'aurai fait cette vidéo, que j'aurai fait ma goutte de colibri, je vais reprendre mon vrai boulot de colibri, mon vrai travail de colibri. Vous voulez savoir c'est quoi mon vrai travail de colibri ? Je vais vous le dire. C'est de virevolter entre les fleurs. C'est de virevolter c'est de virevolter de fleur en fleur pour en siroter leur nectar. C'est ça mon vrai boulot de colibri. Je suis pas un prophète, je vais pas sauver le monde. Mon design, tout ce qui est fait en moi, il a été designé pour vivre sa best life, pour virevolter de fleurette en fleurette en sirotant leur nectar. C'est ça mon vrai boulot. Par contre, en tant que colibri qui voit, et en tant que colibri et à la fois chercheur de vérité, je peux pas m'empêcher de voir exactement ce qui est en train de se passer. Et ça fait flipper de fou. Parce qu'il y a de quoi flipper. Il y a de quoi flipper. Et chaque colibri a ce devoir-là. Ce colibri qui voit a ce devoir de faire sa goutte. Une goutte. Moi là je suis en train de vous faire ma goutte. Une goutte. Une goutte qui peut annuler une goutte annule des conteneurs d'eau sale. Ok ? Et par rapport à ça, je voudrais vous raconter une histoire bouddhiste que j'ai entendue il y a très longtemps. Alors il y a des milliers d'années, dans une civilisation asiatique bouddhiste qui n'existe même plus aujourd'hui. Et t'avais un mec, tu vois, dans ce village, il se balade et il rencontre un des chefs du village. Et il lui dit, samedi prochain, on fait une fête. Et pour participer à cette fête, c'est hyper simple. Tu ramènes un peu de vin, tu ramènes un peu de vinasse, et on aura un grand jar. Et toutes les personnes qui viennent, l'entrée, pour l'entrée, c'est super. Pour payer ton entrée, tu mets un peu de vin, ta gourde de vin, tu le mets dans le jar. Et tout le monde va mettre sa gourde de vin dans le jar. Et comme ça, à la fin, on va avoir un grand jar rempli de vin, on va pouvoir faire la teuf. Et le mec, il dit yes, ça va être bon, tu vois. C'était il y a des milliers d'années, c'était un bouddhiste au calme. Il se dit ça va être lourd. Puis après, tac, jeudi passe, vendredi, là il se dit putain, il est en galère de thunes, tu vois. Même à l'époque, ils avaient les mêmes problèmes, tu vois. Il est un peu ric-rac niveau sous. Et il se dit mais comment je fais, ça va être chaud. En plus si je prends une bouteille de vin, après j'aurai plus d'argent pour ci, tchac, tchac, pas, tric nana. Puis là il réfléchit, il se dit ok, tranquille. Je prends mon petit pot en terre cuite. On peut pas voir à l'intérieur, on peut pas voir ce qu'il y a. Je vais mettre de l'eau au calme et diluer dans le vin. Personne s'en rendra compte et je paye mon entrée au calme. Samedi il arrive, content de lui. Il arrive à l'entrée, il a son petit pot en terre cuite dans lequel il a mis le vin. De toute façon, à l'époque, il n'y avait même pas de verre, donc tu pouvais pas boire à travers les récipients, quoi. Il entre, tac, il y a le grand jar à l'entrée, pap, il verse son eau. Et là, une fois que tout le monde est rentré, ils font bon, vas-y, là, tout le monde est là, fuck les retardataires, on va commencer à teaser.
Et là, ils prennent le jar, ils servent le premier verre, et là, ah, c'est de l'eau. C'est de la fucking eau, mec. Et la morale de cette histoire, c'est que faire la fête sans alcool, c'est de la merde. Non, c'est pas ça, je rigole. Petite blague, je l'avais prévue à l'avance. Je l'avais prévue à l'avance, mec. Cette blague. Non, la morale, elle est tellement simple à comprendre qu'elle se passe d'explication. Ça veut dire que on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de compter sur les autres colibris qui peut-être vont faire, mais je sais... Non, tu peux plus te permettre de ça. Tu peux plus t'en permettre. Tu peux plus te permettre. You cannot. Tu peux plus te permettre de ça. Et pour parler de risque, pour parler de risque calculé, moi à côté de chez moi, il y a un petit ponton, un petit ponton au-dessus d'un rocher qui donne dans la mer. Et moi je voulais sauter de ce ponton. Et pour sauter de ce ponton, un petit machin en béton qui est sur un rebord. Pour sauter dans la mer, le ponton il est à peu près à 5 mètres de haut, au-dessus du niveau de l'eau. Et pour sauter dans l'eau, il faut sauter à peu près à 2,5 mètres en avant. Parce que si tu sautes pas bien, si tu sautes pas les 2,5 mètres en saut en longueur, ouais, les 2,5 mètres en longueur, en bas, t'as les rochers et en plus t'as des crustacés dessus, des crustacés, des espèces de moules, comment on dit, bon t'as capté, tu vois, il y a des petits coquillages accrochés à la paroi du rocher coupante. Donc tu sautes de 5 mètres, si tu sautes pas assez bien en longueur, et tu vas te déchirer le dos, mon pote, sur des moules accrochés à la rocaille. Et c'est chaud, tu vois. Mais moi, je me dis, allez, je le fais. Je regarde le truc, j'ose pas. Ensuite, je regarde de côté. Je me dis, attends, 2,5 m. Je regarde plein de fois, je calcule 2,5 m. Je me dis, j'ai 5 mètres de haut. Si je saute, il n'y a pas de... 5 mètres, t'as 5 mètres de hauteur pour sauter 2,5 m de largeur. Je veux dire, même sur du plat, sans prendre d'élan, tu peux sauter déjà 2 mètres. Donc si en plus tu as 5 mètres en plus, tu les fais largement. Mais du coup, je passe un peu de temps, j'hésite et finalement je le fais pas. Deuxième jour, un autre jour je passe. Pareil, je regarde, je le fais pas. Troisième jour, je passe, je monte même pas sur le ponton, mais je fais des calculs mathématiques. Ouais, ça doit le faire. Nan. Ah, vas-y, non, mec, s'il m'arrive un truc, c'est chaud et tout, là, je le fais pas. Et un autre jour, je passe devant. Et là, je vois un mec, genre un petit minet. Il ressemblait à Ronaldo, les tablettes. Jeune de 19 piges, 20 piges, tu vois, le beau gosse du lycée, le quarterback, tu vois, dans les séries américaines. Le beau gosse, il a la tête de Ronaldo. C'était Young Ronaldo. Young Ronaldo, il est là, tac, tac. Grosse cuisse en plus de joueur de foot. Ça, il peut largement le faire. Je le vois, il est sur le ponton. Ah, j'y vais pas. Et là, finalement, il y va pas. Moi, je me dis, oh putain, ça me motive. Je regarde le ponton. Je fais, j'y vais pas. Ah, mais je monte même pas sur le ponton. Je regarde, je fais les calculs mathématiques. Et là, il y a un type de 45 ans. Un petit trapu. 45 ans, à peu près. Petit. Il monte sur le ponton. Il regarde une fois, 2 fois. Il essaye de sauter. Il se retient. Il ose pas. C'est sa première fois. Il l'a jamais fait non plus. Il y va pas. Je me dis, il va y aller ou quoi? Il va y aller. Au bout d'une minute, tac, il regarde. Et tac, il saute bien avec sa cuisse. Il saute, il arrive à 1,50 m en plus, de longueur en plus, tranquille. Après le rocher. 1,50 m de plus que le rocher. Là, je fais, c'est bon, vas-y, j'y go, tu vois. Je monte sur le ponton, je regarde, je fais, il avait. Et allez, j'y vais. J'y vais. Je le fais, tranquille, j'arrive au moins largement 1 mètre après la paroi du rocher. En plus, t'as un ponton, il est en béton, il est bien en béton, il accroche bien, et t'as même une petite rambarde pour tenir la main. Donc, il n'y a pas de raison. Tac, je le fais, après je rentre à la nage, et là, je vois quoi? Je vois Young Ronaldo qui me voit, il fait, vas-y, j'y retourne.
Young Ronaldo, il monte sur le ponton, bam, il saute. Tac, ok, je fais vas-y, on l'a tous fait. Et après, je vois quoi? Même le pote à Young Ronaldo, il le fait. On l'a tous fait. Et cette histoire, elle était super jolie, mais c'est vraiment un truc qui m'est totalement arrivé, hein. C'est ma vie. Et c'était super joli, parce qu'il y avait même une symbolique, il y avait la symbolique de l'expérience, des âges. Le mec de 45 ans, moi j'ai 31. Le mec après 20 ans, il y avait toutes les 3 générations. L'âge, ça symbolise quoi l'âge? L'âge, ça symbolise la sagesse, l'expérience. Bon, c'est qu'un symbole, hein. Après, Brassens a dit le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. C'est vrai, mais là, dans l'histoire, il y avait une belle symbolique. Mec de. Par sagesse. En fait, on peut tous le faire. T'as 2,5 m de longueur, t'as la main qui tient bien, t'as un ponton en béton qui accroche bien, il suffit de pousser sur son quadriceps et c'est bon, tu peux le faire. Donc, c'est ça, prendre un risque calculé, une fois qu'on l'a fait, poh, c'était tranquille. C'était tranquille. C'était tranquille. Et oui, donc là, pour les gens là qui voient en ce moment ce qui se passe, à qui je m'adresse, à ces personnes-là qui voient ce qui est en train de se passer, je voulais parler, moi, d'une personne que je suis énormément, une activiste pour les droits de l'homme, que j'adore, à un point de vue humain immense. C'est Yeonmi Park. Qui est Yeonmi Park? C'est une évadée de Corée du Nord, évadée à 13 ans de Corée du Nord. Et qui aujourd'hui passe sa vie à parler sur la situation en Corée du Nord et t'apprends tous les détails, c'est trop intéressant. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle parle, Yeonmi Park, Voice of the North Korea. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que, en fait, quand l'État nord-coréen il s'est mis en place juste après la Seconde Guerre mondiale, et les Nord-Coréens, ils ont dit on va créer un paradis d'égalité, un paradis communiste. Super, où tout le monde sera égaux, yap, trop cool. Et en ce moment, il y a une phrase qui en ce moment sort beaucoup dans les mouvements qu'on peut voir là, à travers le monde. C'est une phrase d'Albert Camus. On la sort, même les Anglais la sortent, tout le monde la sort à l'international. C'est le bien-être de l'humanité est toujours l'alibi des tyrans. Albert Camus, le bien-être total de l'humanité est toujours l'alibi des tyrans. Mais à l'époque aussi, quand ils étaient en train de mettre en place ce qu'ils ont réussi à mettre en place, la grand-mère, elle, c'était une chercheuse de vérité. Elle ne pouvait pas voir ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Parce que, en tant que chercheuse de vérité, elle voyait très bien qu'il y avait une totale différence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Par exemple, nous, on peut voir, en ce moment, qu'en Guadeloupe, ils proposent des remises de peine aux prisonniers qui souhaitent se faire injecter et ils empêchent l'accès aux pompiers, aux 18, aux urgences, aux 15, aux personnes non injectées. Est-ce que vous vous rendez compte? Ces personnes qui sont en train de prôner toute la journée le soin de santé de la vie des gens, ils interdisent l'accès aux urgences. Tu peux taper un AVC, tu peux clamser, tu peux avoir une crise cardiaque. Ils interdisent aux pompiers de prendre en charge des gens qui sont dans l'urgence la plus totale entre la vie et la mort. C'est ce que j'ai lu récemment. Ces personnes-là qui sont en train de vouloir le bien-être, en train d'éradiquer un virus et d'essayer de se battre contre la mort et le bien-être du monde tout entier, ils sont en train de refuser des gens d'accès aux soins les plus urgents et en train de faire des remises de peine à des gens en prison pour une injection. Donc là, comme la grand-mère de Yeonmi Park, elle pouvait se dire non, paradis communiste, j'y crois pas.
paradis communiste, là, il y a un truc qui cloche. Et elle a vu ce qui était en train de se passer, et elle a rien dit. Elle a rien fait. On peut pas lui en vouloir, elle a eu peur, on a tous eu peur. Elle a eu peur, elle a rien dit parce qu'elle a eu peur. Alors qu'elle aurait pu prendre un risque calculé. Mais elle a rien dit parce qu'elle a eu peur. Et je peux vous dire qu'elle a eu le temps de... Pour ne s'être pas battue pour ce qu'elle aime, elle a eu énormément de temps de pleurer pour voir ce qu'elle a perdu. Elle a même vu sa propre fille vendre sa petite fille à des trafiquants à des trafiquants sexuels d'enfants chinois, dans l'espoir de quitter la Corée du Nord et de trouver la liberté. C'est comme ça qu'ils ont mis Park, elle s'est évadée de Corée du Nord. La passeuse qui l'a fait sortir de Corée du Nord, elle l'a vendue à un trafiquant sexuel chinois. C'était le seul moyen d'avoir un espoir de liberté. Elle a été vendue, violée. Et ensuite, elle s'est encore évadée de ça et elle a réussi à atteindre les États-Unis. Les États-Unis qu'elle aime tant, the land of the free, elle est tout le temps en train de dire les États-Unis c'est le paradis. Parce que pour trouver la liberté, vous vous rendez compte de ce qu'elle a dû faire. Et la grand-mère qui a rien dit, vous vous rendez compte de ce qu'elle a vu sous ses yeux. Elle a vu sa propre fille vendre sa propre fille à des trafiquants sexuels chinois. Et pas parce qu'elle est méchante, mais c'est parce que c'était le seul espoir. Le seul fucking espoir. D'accord ? Et quand elle est arrivée aux États-Unis, je crois qu'elle elle est arrivée à Chicago. Le premier truc qu'elle a vu. Et le premier truc qu'elle a vu en arrivant aux États-Unis, c'est quoi ? C'est tous les clochards qu'il y avait dans la rue. Et elle s'est dit, oh, ici les gens ont le droit. Ont le droit de choisir leur propre vie. Ils ont le droit de ne pas servir à quelque chose. Elle a vu des clochards et elle a trouvé ça mais hallucinant, mais c'est même pas inimaginable en Corée du Nord que tu puisses même être un clochard, de dire fuck la vie, je m'en bats les couilles, je vais dormir sur un carton, la vie c'est dur, nique sa mère, je vais me boire une 8-6 sur un carton. T'as pas le droit, c'est inimaginable de penser faire ça en Corée du Nord. Et elle a vu les clochards, elle s'est dit les gens sont libres de choisir même de ne pas choisir. Elle est tombée amoureuse des États-Unis, on peut pas lui en vouloir. Bien sûr que nous on dira ouais les États-Unis ceci, les États-Unis cela. Elle dit aussi que le meilleur des insectes à bouffer c'est le cafard ou la sauterelle, je sais plus c'est lequel, si c'est le cafard ou la sauterelle. Parce que là-bas, le peuple est maintenu exprès dans la famine pour pas qu'il puisse se rebeller. Elle expliquait ça de manière intéressante. Mais bref, ça c'est pas des détails, mais là où je veux en venir, c'est que la grand-mère qui s'est pas battue pour ce qu'elle aime, elle a eu le temps d'en voir des choses crades. Et elle dit, elle peut même pas en vouloir à la passeuse qui l'a vendue au marchand sexuel chinois, parce que même la passeuse, elle a vendu ses 3 enfants. Au trafiquant sexuel chinois. Elle a vendu ses propres enfants à eux aussi. Elle s'est fait arrêter après par le régime nord-coréen, torture et boum, et comment ça s'appelle, exécution, torture plus exécution. Donc c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Et en ce moment, ils mettent une pression folle. Ils mettent une pression folle sur les populations noires. Parce que
dans le monde entier, ce sont les populations noires qui sont les plus... qui rejettent le plus l'injection. Ce sont les populations noires. J'ai même vu un infirmier noir aux États-Unis qui en parlait, qui disait ouais, chez nous, on n'est pas trop chaud, tu vois. Guadeloupe, pareil, ils ont à peine 20%. Les gens veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et pourquoi en Afrique, pareil, pourquoi en Afrique ils sont quasiment pas esclaves? Pourquoi il y a un rejet total? Ah, vous savez, il y a des choses qui passent dans l'ADN. Et ça, c'est inexplicable. C'est inexplicable physiquement parlant. Mais il y a des choses qui passent dans l'ADN. Des souffrances immenses qui peuvent passer dans l'ADN. Qui se perpétuent, qui se transmettent. Je ne sais même pas si c'est dans l'ADN ou de quelle manière le fonctionnement de l'esprit humain fonctionne. Mais pendant 7 générations d'esclaves, 7 générations, j'ai fait le calcul de Feuge. Très bon au calcul, les jeux. Hey, si un esclave vit 60 ans à peu près, et vu les conditions hardcore qu'ils avaient, je pense que c'est une bonne moyenne. 400 ans, ça fait 7 générations. Je sais pas si vous connaissez la musique de reggaeton qui fait la mamade et la mamade et la mamade. Vous connaissez la musique de reggaeton? 7 générations d'esclaves, vous savez ce que ça fait? Ça fait la fille, ça fait la mère, ça fait la grand-mère, ça fait l'arrière-grand-mère, ça fait l'arrière-arrière-grand-mère, ça fait l'arrière-arrière-arrière-grand-mère et ça fait l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. De dingueries inhumaines. De dingueries inhumaines perpétrées sur des populations entières, de souffrances sans nom. Et ça reste dans le subconscient, ça bouge pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les populations noires, elles donnent l'exemple. Même ceux qui comprennent pas consciemment pourquoi ils en veulent pas, très profondément en eux, ils savent pourquoi ils en veulent pas. Et pourquoi ils le prendront pas. C'est dur, hein. C'est dur ce que je dis. Très dur. C'est très très dur. Ok? Et à chaque fois que des régimes se sont installés et que des dictatures hardcore ont explosé, à chaque fois, il y a eu des chercheurs de vérité qui ne pouvaient pas ne pas voir ce qui était en train de se passer. Hein. Soit la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les Khmers rouges, il y a des chercheurs de vérité qui se sont dit bon, je peux pas sauver tout le monde, j'essaye, les gens veulent pas croire, ils me disent mais non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, ça va aller, mais non, mais c'est bon, c'est qu'une étoile, t'inquiète. Ils sont là, mais t'es fou, mais regarde, ça se passe sous tes yeux, mec, mais fais attention. Ils voient qu'ils peuvent pas sauver les gens, il y a plein de gens qui sont sous l'emprise de Medea. Ça va aller, sois pas parano, t'inquiète pas, mec. Non, je m'inquiète et je peux pas ne pas voir ce qui est en train de se passer. Et à chaque fois, pendant que tout ça a été mis en place et que les droits étaient pris petit à petit, grappillés, tout doucement, il y a eu des chercheurs de vérité qui se sont dit bon, c'est bon, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, moi je vois ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, j'ai un peu de thunes, je prends ma femme, mes gosses et la grand-mère. Et la grand-mère, non, elle me croit pas, elle me dit ça va aller, t'inquiète pas, on peut rien faire pour elle, on la laisse là. Et on se casse au Brésil ou aux States ou en Angleterre. Et on souffrira de loin, mais on souffrira pas de près. Et ça s'est passé partout. C'est passé pour les Khmers rouges, énormément d'immigration vers la Chine.
hop, je regarde si mon micro est en place, énormément d'immigration vers la Chine pendant la Khmer Rouge. Il y a des gens qui ont vu les immondices qui étaient en train de se perpétrer, les tortures, les trucs hardcore. Ils sont partis en Chine, beaucoup, pendant la Khmer Rouge. Ok? Mais aujourd'hui, on peut fuir nulle part. On ne peut fuir nulle part, on est obligé de faire face. On est obligé de faire face. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas se casser dans un pays où on sera tranquille. On est obligé de faire face à la réalité. Nous, ceux qui voyons. On est obligé de faire face à cette réalité. C'est dur d'y faire face. Mais on est obligé. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'univers où celui qui a fabriqué tout, ou celui où je dis, ou la vie, ou l'univers, ou ce qui a à l'origine de la création, du sens de la vie, il a placé dans un nombre important, beaucoup plus important qu'on pouvait se l'imaginer, parce qu'on s'est fait avoir par Médéia, de personnes qui voient, qui sont accros à la vérité. Il en a placé énormément. Il a fait en sorte que la vérité soit 1000 fois plus forte que le mensonge. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment risqué, c'est pas de prendre un risque calculé. Ce qui est vraiment risqué, c'est de ne prendre aucun risque. Parce que en ne prenant aucun risque, tu sais exactement où tu vas. On sait exactement où on va. On va vers un trou béant de souffrance sans fond et sans fin. De souffrance et d'immondice sans fond et sans fin. C'est là où on va. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est des... Je sais pas combien on est, mais on a vu en France, on était... La tactique, la vieille tactique de Médéia qui est forte de son expérience, c'était de nous faire croire qu'on était peu, alors qu'en fait on était des millions en France. Et c'est le cas dans le monde entier. On est énormément de personnes qui ne peuvent pas voir ce qui est en train de se passer. Et en tant que colibri, qui virevolte de fleur en fleur, pour siroter du nectar, il y a un moment où on ne peut plus virevolter tranquillement quand on voit ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça qu'il faut lâcher sa fleur 2 secondes, prendre un risque calculé, faire sa goutte, et après reprendre sa vie de colibri. T'es pas Jésus, t'es pas Abraham, je suis pas Jésus, je suis pas Abraham. Je suis qu'un motherfucking colibri. Et c'est comme ça que j'ai vécu toute ma life et que je ne pourrais la vivre autrement. Je suis qu'un motherfucking colibri. Mais par contre, je peux m'arrêter 2 secondes et faire ma goutte. Je peux m'arrêter 2 secondes et faire ma goutte. Et on peut tous le faire. Qu'est-ce qu'une goutte de colibri ? On va la définir tranquille. Partager, commenter, liker, ça n'en fait pas partie. Participer, c'est bien, hein, c'est super, mais ça n'en fait pas partie. Participer à une manifestation, non plus, ça n'en fait pas partie. Une goutte de colibri, c'est super, hein, c'est génial, hein, attention, hein, c'est génial de participer aux manifestations, ça n'en fait pas partie. Une goutte de colibri, c'est une création, une production personnelle par rapport à ce que tu peux faire. Il y a 1 million d'exemples possibles. Il y a 1 million d'exemples possibles. Moi, cette vidéo, c'est ma goutte. C'est ma goutte. J'en ferai pas 2, j'en ferai pas 3, j'en fais une et je la fais bien. C'est ma goutte. Tu peux par exemple, allez, je vais donner un exemple. Tu es un Instagrammeur, un colibri Instagrammeur. Tu as 500 000 abonnés. Une goutte de colibri, ça peut faire être un post. À dire, voilà, je vois ce qui est en train de se passer, je ne m'associe pas à ce qui est en train de se passer, comment dire,
Je me positionne clairement, tchac, 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 c'est à toi de composer ta goutte. Tu fais un post. Clair. Plus le temps pour les sous-entendus, pour les... Comment dire? Plus le temps pour les sous-entendus, plus le temps pour le subliminal. Non, un truc clair. Tu fais ta goutte. Prise de risque, contrôlée. Prise de risque, calculée. Tu fais ce post proprement. Et après, tu reprends ta vie de colibri et tu vas vendre des thés amaigrissants pour 4000 € la story et vivre ta best life de colibri. Parce que c'est pour ça que tu as été créé, man. Ça peut être quoi une goutte de colibri? Tu peux être une soignante. Une soignante à qui on va te suspendre ton métier sans te donner d'allocation chômage. Tu peux faire quoi? Tu peux aller dans la rue avec ta blouse blanche et mettre un carton par terre avec marqué personnel de soins, à qui on interdit de travailler car son passe sanitaire n'est pas à jour, 3 bouches à nourrir, s'il vous plaît. Tu vas faire 500 balles par jour. Tu vas faire fucking 500 balles par jour et ça s'appelle de l'alchimie. Transformer le plomb en or ou transformer le pire en meilleur. T'as capté? Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être quoi d'autre? Un travail de colibri. Faut penser international parce qu'on est tous dans cette merde. Faut penser international. Et Medea, ils sont très forts. Ils sont très forts pour faire passer les manifs de dingue qu'il y a eu dans notre pays comme 2-3 casseurs. Tu sais, tu connais pas les algorithmes. Tu sais pas quand il y a quelqu'un qui regarde une vidéo, par exemple YouTube, depuis l'Australie, ça se trouve ils peuvent bloquer les qui voit quoi pour faire en sorte que l'information qu'ils veulent pas qu'elle passe ne passe pas. Tu ne connais pas les algorithmes. Les algorithmes ne sont absolument pas open source. On ne sait pas comment tout ça est contrôlé. Pourtant, c'est la base de la communication humaine et ça devrait être open source. On devrait savoir est-ce qu'il y a une égalité de parole. Non, c'est un groupe, on nous dit c'est un groupe privé. Il n'y a pas de... L'algorithme n'est pas open source. Open source, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on peut voir à travers les codes informatiques et les geeks, ils peuvent savoir comment ça se passe. Et s'il y a des choses inégales, tout le monde peut le savoir. Ce n'est pas open source. Et là, les grosses manifs de France, vu de l'international, déjà, c'est très peu vu. Et les seules personnes qui le voient, ils ont l'impression que c'est 2-3 pélos qui ont tapé sur des flics. Parce que Medea, elle est aux manettes. Donc, faut penser international. Une goutte de colibri, ça peut être quoi? Ça peut être de la traduction. Traduire des informations du français vers l'international et de l'international vers du français, parce qu'il y a énormément d'informations intéressantes dans tous les pays, qu'on n'y a pas accès tout simplement parce qu'on ne parle pas toutes les langues du monde. Ça peut être ça une goutte de colibri. Ça peut être ça. Ça peut être créer une association de sauvetage des éléphants, qui eux ne sont pas des colibris, mais sont des personnes qui sont très rares, qui sont en voie de disparition, et qui ont menace de vie et de mort, ou menace de mort, parce qu'ils s'obstinent à rester avec la vérité. Ces personnes-là, ils doivent avoir des soutiens. Il y a 1 million de choses à faire. Peu importe quel style de colibri t'es, que tu sois un colibri du ghetto, que tu sois un colibri de château, que tu sois un colibri du 9-3, du 9-1, que tu sois un colibri de Neuilly-sur-Seine, de Versailles ou du 16, que tu sois un colibri mâle ou un colibri femelle, que tu sois un young colibri ou un OG colibri, que tu sois un colibri juif ou un colibri musulman, que tu sois un colibri chrétien ou un colibri athée. Ne pas prendre cette prise de risque calculée, c'est prendre un beaucoup plus gros risque. Un beaucoup plus gros risque. Parce que sans prendre ce risque,
Pensez à la grand-mère de Yeonmi Park. Elle n'a pas pris de risque. Vous avez vu ce qu'elle a dû subir après? C'est là où on va? Non, c'est pas là où on va. C'est pas là où on va. Et il y a des phrases qu'on entend beaucoup qui sont « L'amour triomphe toujours, le bien l'emporte toujours ». Et il y a pas mal de gens qui se disent « Le bien va gagner ». C'est vrai et faux cette phrase. Parce que l'amour triomphe toujours, oui, mais... Oui, parce qu'il y a des gens qui à un moment percutent. Et à un moment ils percutent, qu'ils n'auront rien sans rien. Pour gagner le match, il faut le jouer. Ils n'auront rien sans rien. Il y a des gens, à un moment, ils percutent. Ils disent, oh là là, l'amour triomphe toujours. Non, attends, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, man. Donc on sait pas, en fait on sait pas. Ça se trouve c'est déjà foutu. Ça se trouve le dossier il est sur leur table. Nous on sait pas. On sait pas ce qu'il leur faut, quel quota il leur faut, mais quand ce sera foutu, ce sera foutu. Ça se trouve c'est déjà foutu, on le sait pas. Mais si c'est déjà foutu, ben foutu pour foutu, prenons un risque. Vu que de toute manière c'est foutu. Foutu pour foutu, prenons un risque. Et si c'est pas foutu, eh ben ça veut dire qu'on peut encore s'en sortir. Ça se trouve, ils sont qu'au début de leur plan. On ne sait pas, ça c'est eux qui savent. Mais foutu pour foutu, faisons. Et si c'est pas foutu, faisons. Ah. Et pourquoi c'est intéressant, cette goutte de colibri? Ce truc tellement petit mais qui a tellement de puissance. C'est qu'on est des centaines, c'est que si tous les colibris font leur part, Star Wars 10, le réveil des colibris, Star Wars chapitre 10, le réveil, si chaque colibri de ce fucking monde fait sa part, ils pourront censurer, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront essayer de censurer au max, ils pourront essayer de manipuler l'information. Si chaque colibri, c'est-à-dire on est peut-être, je sais pas combien on est, mais on est peut-être 100 millions, peut-être plus, peut-être 200 millions, avec une goutte qui a énormément de puissance, comme une bombe atomique. Vous connaissez le jeu, l'espèce de jeu du lapin ou de la taupe là? T'as 9 trous, un espèce de jeu de fête foraine. Et quand la taupe elle sort, pam, faut taper dessus. Et il faut être super vif. Ça, c'est ce qui se passe quand ils censurent. Mais s'il y a des taupes qui sortent de partout à toute vitesse, ils pourront pas contrôler. Ils pourront pas contrôler, ils pourront censurer tant qu'ils peuvent. Il y aura un colibri qui fera un truc à gauche, un autre à droite, un devant, un derrière. Il y aura même du colibrage. C'est quoi du colibrage? C'est comme covoiturage, mais pour les colibris. C'est-à-dire, s'il y a une tâche un peu plus importante à faire, mettons, par exemple, je sais pas, un sondage. T'ouvres un bottin, t'appelles 100 personnes par région pour savoir ce que les Français pensent vraiment. 100 personnes par région, ça fait 100 fois 22. Ça fait 2200 personnes à appeler. Tu peux le faire en colibrage et produire cette production. Et après, mais une fois que tu as fait ta goutte, tu repars à ta best life. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que si on est des chercheurs de vérité, ça veut dire qu'on a cette mission dans notre ADN. Et tant qu'on la fait pas, tant qu'on fait pas cette goutte, on peut même plus virevolter de fleur en fleur tranquille parce qu'on a ce truc en tête qu'il faut le faire. On ne peut pas passer à côté. Et faire sa goutte, c'est se libérer. Et tu te libères d'une force. Et après, tu reprends ton vrai boulot de colibri, qui est de virevolter de fleur en fleur, l'esprit léger. J'ai fait ma part. Peu importe ce qui se passe, je pourrais pas sauver le monde, mais j'ai fait ma part. Et on est beaucoup à la faire.
Et on est beaucoup à la faire. Et Yeonmi Park, que je vous parle, elle a dit quelque chose d'intéressant. Parce qu'elle, comme elle parle beaucoup, elle parle énormément sur la Corée du Nord, elle reçoit du coup des menaces de mort. Et le régime nord-coréen, ils peuvent frapper à l'international. Kim Jong-un, il a fait assassiner son demi-frère dans un aéroport en Corée, à Busan je crois. Un aéroport en Corée. Ils peuvent frapper à l'international, ils ont vraiment ce pouvoir-là. Et quand on lui demande, mais comment tu trouves la force de parler alors que à tous les jours, alors que t'es menacé de mort, elle dit, si je meurs, enfin voilà, non, la phrase qu'elle dit c'est, je m'arrêterai jamais de parler car je connais le prix du silence. Je ne m'arrêterai jamais de parler car je connais le prix du silence. Est-ce que tu captes? Ça, je vais chialer, bro. Je vais chialer, mec. Je m'arrêterai jamais de parler car je connais le prix du silence. Elle le connaît. Elle a vécu la famine. Elle a vécu le viol pour être là où elle en est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est number one sur Amazon. Elle vit sa vie de colibri. Every day. Sa best fucking life. Hamdoullah. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je voudrais faire une prière. Je voudrais faire une prière. Et je vais faire cette prière en musulman, tu vois. Un juif qui prie en musulman. Ça c'est un signe de la fin des temps. Parce qu'on n'a plus le temps, tu vois. Quand un juif prie en musulman, c'est qu'on n'a plus le time. On n'a plus le time. Je vais faire cette prière. Je vais faire cette prière. J'espère, Inch'Allah, qu'on va s'en sortir. Et qu'on va s'en sortir flawless. Flawless, sans une égratignure. Flawless, sans un flow, sans un pet, sans une égratignure. Alhamdoulilah, alhamdoulillah. Voilà. Ouais, c'est ma prière. Quand un juif prie en musulman, c'est qu'il n'y a plus le temps. On n'a plus le temps, là. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il y a 1 million de manières de faire sa goutte de colibri. Que tu sois même un pauvre colibri ou un riche. Que tu sois un colibri issu de télé-réalité Instagrammeur ou que tu sois un colibri prix Nobel. Que tu sois un colibri éboueur ou que tu sois un colibri ingénieur. Quand tu es un chercheur de vérité, ça n'a rien à voir avec d'où tu viens, ta religion, ton truc, il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage de chercheurs de vérité et on est énormément. On est énormément. Énormément. Il suffit d'une chandelle pour en allumer 100 000. Il suffit de 100 000 chandelles pour en allumer 10 milliards. Une fois 100 000, 100 000, 100 000 fois 100 000, 10 milliards. Calcul de fudge, mec. On est très bon en calcul. Vous savez pourquoi? Parce que les juifs, peuple de commerçants, et tout commerçant sait que il faut savoir calculer si tu veux pas te faire enculer. Tu vois ce que je veux dire? Tout commerçant le sait, ça. Si tu sais pas calculer, tu te fais... Voilà.
Et l'humanité, elle est tombée tellement de fois sur la même bûche. On a laissé ces tyrans nous tyranniser. Tombé tellement de fois sur cette même bûche. Tellement de fois. Mais je sais pas, dans l'univers il se passe un truc assez intéressant, c'est que tant que t'as pas compris la leçon, tant que tu l'as pas compris, le problème il revient toujours à la charge. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça arrive à plein de gens. Ça vous est jamais arrivé de faire une erreur? Vous faites pendant 10 ans, pendant 15 ans et vous dites putain mais cette erreur je la faisais il y a 15 ans et je la fais encore aujourd'hui. Parce que vous l'avez toujours pas résolue. Et pour se sortir de là où on s'est pas sorti toutes les autres fois, il va falloir faire un truc qu'on n'a jamais fait toutes les autres fois. Ce qu'on n'avait pas compris, il faut qu'on le comprenne maintenant. Et moi, je connais pas le sens de la vie. Hein. Je connais pas... c'est un grand mystère. Mais je sais que quand un enfant naît, la première chose qu'il reçoit, c'est l'amour inconditionnel de sa mère. Un des amours les plus puissants qui existent. Plus un mamelon rempli de lait, rempli des meilleurs nutriments possibles, nécessaires à sa vie, à sa fabrication, tellement bon et tellement les nutriments les plus parfaits et exactement ce qu'il lui faut, tellement ce lait est tellement bon qu'il est 100 fois meilleur que le plus cher des laits en poudre pour bébé que tu trouveras dans une pharmacie ou dans une grande surface. La vie, elle suit ce sens, elle va dans ce sens-là. Elle va dans le sens que la première nature des enfants, c'est de jouer, de s'amuser, de rigoler, plaisanter. Quand on regarde la nature, les végétaux, la flore, c'est magnifique, c'est somptueux. Quand on regarde la grâce d'un chat, les couleurs d'un perroquet, l'œil du perroquet. Quand on regarde un félin, quand on regarde un petit éléphanto se casser la gueule dans les pattes de sa mère, la vie elle va dans ce sens-là. Dans le sens de la beauté sans fond. Plus somptueuse que tout, d'une intelligence suprême. Elle va dans ce sens-là. Mais en fait, je connais le sens de la vie. Si je sais de la vie dans quel sens elle va. Je connais le sens de la vie. Parce qu'en français, le mot sens a deux sens. Il a le sens de la direction, mais il a aussi le sens de la signification. Et en anglais, il n'y a pas d'équivalent pour ce mot sens. En anglais, on dit soit direction, soit meaning. Direction pour direction, tu m'auras compris, et meaning pour signification. Mais en français, la direction et la signification partagent un seul et même mot, le sens. Donc ouais, je peux m'asseoir à ta table et dire moi je connais le sens de la vie. Ouais, il y a des milliers de philosophes, ils ont écrit des bouquins, ils ont toujours rien compris, moi je connais le sens de la vie. Je connais son sens. Et vous savez quoi le mot vivre? En anglais, le verbe vivre, live. Si on le lit dans le sens contraire, de droite à gauche, comme en arabe ou en hébreu, dans le sens contraire dans lequel il doit être lu,
Ça donne E-V-I-L. Et si on prend le mot lived, L-I-V-E-D, vivre au passé, et qu'on le lit dans le sens inverse, c'est D-E-V-I-L. Ok? C'est pour ça que Medea doit faire une tactique du cerveau où elle inverse tout, où l'ignorance devient l'intelligence et l'intelligence l'ignorance. Des médecins qui disent qu'ils voient ce qu'ils voient, mais Medea leur dit non, c'est pas ça. Tiens, Yeonmi Park, elle dit quoi? Elle dit les Nord-Coréens, ils ont simultanément deux vérités qui circulent dans leur cerveau, deux vérités parallèles qui circulent dans leur cerveau comme deux rails de train. Ce qu'ils voient de leurs propres yeux et ce qu'on leur dit de croire, ce qu'on leur oblige à croire. Et Medea, plus elle est puissante, plus elle referme ses griffes. Plus elle est forte, plus elle referme ses griffes. À tel point que maintenant, chez les Nord-Coréens, ils ont supprimé des mots du vocabulaire nord-coréen. Ils ont supprimé le mot liberté. Un Nord-Coréen connaît pas le mot liberté, ne connaît même pas du coup le concept de liberté. Ils ont aussi supprimé le mot amour. Parce que la seule notion qu'on peut y avoir d'amour en Corée du Nord, c'est pour le leader suprême. Et donc Medea inverse tout. La vérité, c'est le mensonge c'est la vérité. Et la haine, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la haine. C'est pour ça que 7 générations ont été maintenues dans les ignominies et les souffrances les plus extrêmes. Je parle de la traite négrière. Au nom de Jésus, au nom de aimez-vous les uns les autres, au nom de aime ton prochain comme toi-même. Donc l'intelligence devient la haine devient l'amour, la vérité devient mensonge, le mensonge devient vérité. Ça va dans le sens inverse de la vie. Dans le sens inverse de la vie. Mais comme la vie est magnifique, elle a placé énormément de garants. Et nous, ce que j'appelle les chercheurs de vérité depuis le début, en fait, on est ce qu'on est. C'est les gardes du sens de la vie. On est les gardes du sens de la vie. Les gardiens. On est les gardiens du sens de la vie. Et il y en a énormément. Mais on va devoir faire notre part. Chacun. Faire notre part. Tous. On va devoir faire notre part. Et pour terminer, je voudrais dire une chose. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais fait première ES. Et en première ES, j'avais le prof d'économique et sociale. Et je l'aimais pas trop parce que tu vois, il était un peu, tu vois, il faisait un peu trop le mal alpha, tu vois. Et moi, j'aime pas qu'on me domine, tu vois. J'aime pas qu'on me calme, tu vois. Donc je l'aimais pas trop, tu vois. Et je me souviens, on avait parlé avec la prof principale.
Elle avait dit, ah bon, vous l'aimez pas trop? Ah, pourtant, nous, il a la cote dans la salle des professeurs, des professeuses. Hein. Ah oui, ah. Ah, pourtant, c'est lui qui a la cote et tout. Et c'était effectivement, tu vois, c'était le mec qui se faisait trop respecter, mais en silence. Même pas, il avait besoin de gueuler. Genre, il disait rien. Et juste, il te regardait avec son œil, tu fermais ta gueule. C'était un mal alpha, tu vois. C'était un vieux loup grisonnant, tu vois. Un peu avec un style rock'n'roll, qui a pas trop le time. Barbe et cheveux, poivre et sel. Et on parlait, du coup, on parlait en sociaux, des groupes sociaux, tu vois. Et lui, en analysant les groupes sociaux, il démontrait que l'humain, il était toujours un peu dans la domination de l'autre être humain. Il disait, moi, c'est très simple, je peux le voir dans toutes les classes. C'est un très bon sujet d'étude. Dans toutes les classes, on peut voir que certains vont dominer les autres et vont ça va être un jeu de force entre les personnes. Ça va être un jeu de force, de domination. Et là, il y a une fille dans la classe, elle dit, ah bon, bah pourtant, chez nous, c'est pas comme ça. Et là, le prof, il dit, ah, ça c'est vrai, mais vous êtes une exception. Et cette classe que j'ai eue en première, ça a été la meilleure classe de toute ma vie. Oui, je sais pas, ils avaient mis tous les petits cœurs sensibles dans la même classe. Personne n'avait envie d'être emmerdé, et personne n'emmerdait personne. Il y a eu une alchimie géniale, on s'est tous aimés, on était tous différents, mais on se respectait tous. Et ça s'est trop bien passé. Je suis sûr qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été dans cette classe s'en souviennent encore de cette classe. C'était la meilleure classe de toute ma life. Moi, j'ai jamais été bien, je me suis jamais senti bien à l'école, justement, tous ces trucs-là de contrôle, domination. Toujours fait me sentir mal, mais cette année, oh là là, je me sentais l'esprit léger, il n'y avait personne pour se foutre de ta gueule, personne pour t'envoyer des pics. Tu vois, moi j'avais tendance à arriver en retard dans mes autres classes, j'avais un peu la répugne du schlag. Il arrive toujours en retard, le drogué, machin. Oh là là, ça m'emmerde. Là, non, personne pour te sortir des vieilles rengaines et tout. Et bien, c'est marrant, mais vous êtes une exception. Vous êtes une exception. Et du coup, là, c'était intéressant. Et moi, je lui pose la question à ce prof et je lui dis, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, dans l'humanité, on va pouvoir du coup inverser ça, on va pouvoir créer cette nouvelle norme, on va créer le respect et la gentillesse entre tous les êtres humains? C'est une bonne question, tu vois. Et là, il réfléchit, il me dit, elle me dit, non, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Il dit, pour que ça se passe, il faudrait que par exemple il y ait une attaque extraterrestre, un truc qui vienne de l'extérieur de la Terre, qui soit extérieur à la planète pour que les êtres humains se rendent compte qu'il y a une nécessité totale d'unification. Une nécessité totale d'unification. Il faudrait qu'il y ait une obligation d'unification. Un truc qui nous oblige à tous nous unir. Bah, là, ça y ressemble. Ça y ressemble à ce qui est en train de se passer en ce moment. Aujourd'hui, la paix et l'amour et l'unité de tous les êtres humains sur cette terre, c'est plus une utopie, c'est plus un rêve, c'est une nécessité absolue. Une nécessité absolue. T'as capté? Absolue. 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 Voilà, merci de m'avoir écouté. Ça fait 1h30 que je parle. J'espère que ça vous aura touché. J'ai l'impression d'avoir dit tout ce que je voulais dire. Je réfléchis parce que j'avais pas mal de choses que je voulais dire, mais j'ai l'impression que j'ai dit tout ce que je voulais dire.
notamment sur la Corée du Nord, sur Yeonmi Park. Ouais. Ah ouais, j'oubliais une chose. Elle disait, donc du coup, ce paradis communiste qu'il leur avait promis, il s'est transformé en un pays où il y a 50 castes différentes. T'as les gens qui appartiennent à l'élite de Pyongyang, et les gens les plus en dessous, ils les appellent les insectes. C'est vraiment le nom qu'ils leur donnent, les insectes. Et elle disait, même faire partie de l'élite de Pyongyang, même faire partie de la top classe, tu restes un esclave. Même faire partie de la top classe, tu restes un esclave. Et en Corée du Nord, il y en a qui, de l'élite, pendant un meeting de Kim Jong-un, pendant un meeting, il s'est endormi. Il avait mal dormi la nuit dernière, il s'est un peu endormi, il a somnolé. Exécution directe, exécuter la mort pour s'être endormi pendant un meeting de Kim Jong-un. Ces mecs-là sont tellement parano parce qu'ils veulent tout contrôler et qu'ils font tout pour créer un système où il n'y ait pas un seul moyen de coup d'état, il n'y a pas un seul moyen de pouvoir s'en sortir. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils le referment le plus possible pour le fermer de partout et qu'il n'y ait pas une seule possibilité de pouvoir sortir de ce merdier, à tel point que 2/3 de la population, elle est maintenue dans la famine. Je tiens à préciser que Yeonmi Park, elle dit que la famine, c'est plus hardcore que le viol. Elle a subi les deux. Elle dit, maintenir 2/3 de la population dans la famine, comment tu veux qu'un peuple se rebelle si sa seule obsession, c'est de bouffer? Et en plus de ça, l'élite qui, elle, peut jouir d'un certain niveau de vie, on va dire, c'est l'élite qui peut servir d'un certain niveau de vie, même elle est sur la sellette. Parce que ces gens-là, ils veulent tellement tout contrôler, ils deviennent tellement à un niveau de parano tellement extrême, que dès qu'ils ont un petit doute sur quelqu'un qui les entoure de leur élite, ou qui sont « oulala, lui, il pourrait me vouloir quelque chose », ils s'emmerdent pas. Brrr, exécution. Donc finalement, même faire partie de la top élite nord-coréenne, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Tu vois ce que je veux dire? Les gardes du corps de Kim Jong-un, ils subissent des lavages de cerveau parce que c'est les seules personnes qui peuvent être armées autour de Kim. C'est les seuls. C'est les seuls. Ils subissent des lavages de cerveau pour être sûrs que jamais ils se retourneront contre machin. Et s'ils ont ne serait-ce qu'un doute, s'ils s'emmerdent pas du tout, une vie ne vaut rien pour eux. Une vie ne vaut rien puisqu'ils vivent dans le sens inverse de la vie. Et le sens de la vie, c'est la vie. Et eux, ils vivent dans le sens inverse de la vie. Donc c'est bon, je crois que j'ai lâché toutes mes punchlines. Voilà, là, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que tu peux même pas te dire, bon vas-y, si demain il y a... Si demain c'est la dictature, je serai du bon côté, il n'y a pas de bon côté. Il n'y a pas de bon côté dans le sens inverse de la vie. Il n'y en a pas. Voilà. C'était ma bulle de vérité de colibri. Ma mission d'âme. Et après voilà, j'ai fait ma bulle. Là ça fait 1h40 que je parle. Je l'ai faite. Je me sens très bien. Je me sens magnifiquement bien. Extrêmement bien. Ça fait une semaine là que je vis mal. Et là, je me sens très bien. Je me sens extrêmement bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et aussi, je voulais rajouter une chose. Pour
tous les colibris qui voudront faire leur goutte, ça peut arriver que quand on veuille faire notre goutte, finalement, c'est pas exactement ce qu'on voulait, c'est pas exactement comme ça qu'on voulait que ça sorte, le résultat qu'on s'attendait, on voulait un truc mieux, on voulait que ce soit mieux fait, mais ou alors on n'arrive pas bien à le produire. Dites-vous un truc, c'est que même si votre goutte elle est un peu ratée, elle reste 50 millions, ça reste 50 millions de fois mieux de la faire que de ne pas la faire. 50 millions. Et c'est un calcul précis. Une autre chose, en ce moment je vois beaucoup dans les manifs. Dans les manifs, des gens scandaient « Ah, quoi, tu savais, on se la met dans le cul, dans le cul !» Et c'est tellement pété sa race. C'est pété ça. Si tu savais, on se la met dans le cul. Au cul. Aucune hésitation. C'est pété sa mère. Par contre, attention, c'est 50 millions de fois mieux de sortir et de chantonner ce truc-là que de ne rien faire. C'est 50 millions de fois mieux de venir chanter ce truc de merde que de ne rien faire. Et quand je dis 50 millions, je pèse mes mots. Calcul de feu, je sais ce que je te dis. Je sais ce que je te dis. Et moi, à propos de ça, j'en profite dans ma goutte de colibri. J'en profite dans ma goutte de colibri. Je voulais proposer une innovation pour les manifs. Ce serait de tous se mettre en taille. Tu vois, par exemple, si on se met à 5 dans une pièce et qu'on fait tous c'est un peu comme les moines. Déjà, ça fait une vibration de ouf, rien qu'à 5. Imaginez, on le fait à 100 000 dans Paris. À 100 000 dans Paris, on fait tous comme ça, t'imagines? Avec la vibration, les fenêtres qui pètent, les images qui font le tour du monde. Vous imaginez la puissance? 100 000 personnes qui font comme ça. Pouah, ce serait un truc de ouf. J'ai pensé à ça, donc je le propose dans ma bulle, dans ma goutte. Je propose ça, cette innovation. Tu vois, proposer une innovation, ça fait partie d'une goutte. Et aussi, ouais, je voulais revenir à la DDHC, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de comment elle se fait chienter depuis 1 an et demi. Elle se fait chienter, elle se fait démonter comme une chienne. La pauvre de DDHC, la pauvre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Moi, j'avais pensé à un slogan, mais c'est plus pour rigoler, parce que vas-y, c'est tu prends la D, tu prends le H, tu prends la C, mais tu prends pas la DDHC. C'est vrai, mais vas-y, c'est pour faire rire, mais c'est même pas rythmiquement, on peut pas le sortir en manif, mais ce que je veux dire, c'est tu peux fumer autant que tu veux, tu peux triper autant que tu veux, mais tu prends pas les droits les plus fondamentaux. Fondamental, on s'en bat les couilles de comment on le dit, même si on le dit mal, même si on le dit en gitant la calotte de ses morts, ça tu t'y touches pas. Tu touches pas à ça, man. Et la DDHC, je me souviens, quand je l'avais étudié en éducation civique à l'ancienne, tu vois, j'avais vu le droit de réunion, le droit de se réunir. J'étais là en mode, wesh, c'est quoi ce droit-là? Réunion. Bien sûr, j'ai le droit de réunir. Pourquoi? Ah bon, on m'avait dit, ça n'a pas toujours été le cas, hein. On n'a pas toujours pu se réunir, parce que se réunir, c'est pouvoir parler, c'est pouvoir organiser quelque chose à plusieurs, et c'est pour ça, mais je comprenais toujours pas trop, droit de réunion, lol, bien sûr, je me réunis, on fait une réunion, trop cool ton droit. Et maintenant, voilà, mais c'est le droit de se réunir, et voilà, droit de réunion, et ce droit-là, il a été violé, hein. Pas plus de groupes de 6. Pas plus de groupes de 6. Au début, on n'avait pas le droit de se voir. On a dit qu'il fallait pas qu'on parle parce qu'on pouvait se donner des virus. On a mis un masque sur la bouche pour pas qu'on puisse même pas s'exprimer entre nous. Droit de réunion, masque sur la gueule, pas plus de 6. Ils veulent pas qu'on partage la lumière, tu vois. Le droit de réunion, mais on peut regarder dans la DDHC.
l'accès aux soins, le droit à l'accès aux soins qui est plus le droit d'accéder aux soins. Les hommes naissent libres, demeurent tous libres et égaux en droit. Libres, c'est le premier truc, ils demeurent tous libres et égaux en droit. Là, ils sont plus du tout libres et égaux en droit. Il y a ceux qui ont des droits différents des autres. C'est le premier truc de la DDH, le droit de se déplacer. Le droit de se déplacer librement, ça fait partie aussi du truc. Le droit au travail. Le droit au travail. T'as plus le droit au travail, t'as plus le droit à l'accès aux soins, plus le droit à la libre circulation, plus le droit à la réunion, de se réunir, et on ne demeure plus libre et égaux en droit. Il y a un truc de merde là. Et aussi, j'oubliais une chose encore, une dernière. Tout à l'heure, je vous ai parlé du subconscient. Du subconscient, et je disais qu'il y a des êtres humains qui sont beaucoup plus proches de leur subconscient et qui arrivent beaucoup plus à travailler avec leur subconscient que d'autres êtres humains. Et je vous disais aussi que le subconscient, c'était un outil le plus puissant au monde, beaucoup plus puissant que le plus puissant des ordinateurs que l'homme a créé, et qui est avec nous à chaque nanoseconde, même plus petit qu'une nanoseconde. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Ah, c'est un outil formidable, avec ça tu peux tout faire. Tu peux devenir le roi du monde avec cet outil. T'es d'accord? Donc ça peut t'intéresser de savoir comment l'utiliser. Et moi j'ai un homme. J'ai un ami qui un colibri, tu vois, à propos de ça, qui m'a donné la solution, qui m'a soufflé la solution. Il me l'a soufflé la solution. Il m'a dit, en fait, c'est un colibri. C'est un colibri voyageur. Et quand c'était encore un jeune colibri, tu vois, il est parti en Thaïlande. C'était un young colibri, plein de fougue. Et il se passe un truc en Thaïlande. C'est qu'il y a le phénomène de ce qu'on appelle les ladyboys. C'est comme ça qu'ils appellent les transsexuels là-bas, dans leur culture. C'est la Thaïlande avec le Japon, c'est les deux seuls pays qui ne sont jamais fait coloniser. Donc c'est des pays qui ont des caractères très, très spéciaux, très à eux. Et eux, ils ont eu l'idée singulière, tu vois, de se dire que les transsexuels étaient différents, peut-être, mais qu'ils avaient le droit de vivre. Donc là-bas, en Thaïlande, certains le savent déjà, mais les ladyboys, ils vivent leur life, tu vois. Et en tant que young colibri plein de fougue, il faut faire attention, tu vois, à pas se faire tromper sur la marchandise. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un vieil adage là-bas, un adage thaïlandais qui dit: quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un adage thaïlandais. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et mon ami colibri, il me dit maintenant j'applique ça tout le temps dans ma vie. Tout le temps dans ma vie. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors moi je rajoute, en plus quand tu as 5 doutes, quand tu as 10 doutes, c'est que vraiment il n'y a pas de doute. Ça c'est une manière d'accéder à son subconscient. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà. S'il y a des transsexuels qui regardent cette vidéo, moi il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver refuge chez moi. Je vous respecte. Et arrêtez de vous suicider, parce que c'est pas le sens de la vie. C'est pas le sens de la vie. Let's go. Vous entendez la guitare?
Faites la guerre à l'amour, à la terre, frères humains, le mal partout. Faites tous les vents, mais touchez pas les enfants. Chantez! Pas les enfants. Allez poser des bombes dans tous les coins du monde, faire sauter les bons, retomber les méchants, mais touchez pas les enfants. Pas les enfants.